Bonjour, je suis le professeur Chiti de la neurochirurgie du CHU Mustapha. L'objet de notre conférence aujourd'hui, c'est les traumatismes du rachis cervical, essentiellement la conduite à tenir devant ces traumatismes du rachis cervical. Alors, un mot d'introduction, les traumatismes du rachis cervical sont des lésions qui sont très fréquentes. Il y a à peu près 10 000 cas par an. 10 000 cas par an, c'est beaucoup, c'est énorme même, et du fait que ces traumatismes du rachis cervical sont de grands problèmes sur le plan de la santé publique, en quelque sorte, puisqu'ils entraînent de graves lésions donc motrices, avec bien sûr pour corollaire la réinsertion sociale et la réinsertion professionnelle. Les traumatismes du rachis cervical ont une prédominance masculine. Il y a donc beaucoup plus de traumatismes du rachis cervical chez les hommes que chez les femmes. L'âge moyen est environ de 25 ans. Pour les étiologies, nous avons les accidents vasculaires, donc les accidents de la voie publique, qui représentent à peu près 50%, les accidents des sports et des loisirs, qui varient entre 15 à 20%, et les accidents de travail, qui réalisent 12% des cas. Pour comprendre un peu le rachis cervical, il faut savoir que les os du rachis cervical ont une différence importante avec les os longs. En ce sens, c'est une structure qui est multisegmentaire. Entre donc ces vertèbres, il y a des disques, il y a des articulations, et bien sûr, de par là, on va déduire les risques de troubles neurologiques. Le principe commun donc de cette conduite à tenir devant les traumatismes du rachis cervical et les buts sont la réduction anatomique et la consolidation, autrement dit l'ostéosynthèse. Le but donc c'est la réduction anatomique et l'ostéosynthèse qui va permettre bien sûr le nursing après le geste donc thérapeutique. Les principes du traitement. Les principes du traitement, il faut évaluer les critères de stabilité. Il faut évaluer les critères de stabilité. Ces critères de stabilité qui sont en relation très importante avec les conséquences neurologiques immédiates après le traumatisme. Et bien sûr, à distance, il faut évaluer bien sûr les déformations sagittales qui sont la conséquence de la biomécanique de ce rachis à long terme. Le rachis cervical supérieur, c'est-à-dire la première vertèbre cervicale, C1, et la deuxième vertèbre cervicale, ont un statut quelque peu particulier, en ce sens que c'est une zone qui est cachée, elle est cachée par d'autres structures avoisinantes, mais elle a une sensibilité donc, à la radiologie standard. Donc, on peut, si vous voulez, assez aisément voir s'il y a des lésions de ce rachis cervical supérieur. La chirurgie donc du rachis cervical supérieur, c'est une chirurgie à risque et elle est très difficile, ce qui, bien sûr, induit la nécessité d'une bonne connaissance de l'anatomie. Les rappels anatomiques, vous voyez sur cette planche les structures osseuses. Vous avez bien sûr ici l'occiput, l'os occipital. Vous avez ici l'atlas. L'atlas, c'est la première vertèbre cervicale, avec un arc antérieur, un arc postérieur, et bien sûr l'axis, qui est la deuxième vertèbre cervicale, avec le corps de la deuxième vertèbre cervicale et la dent de l'odontoïde. On voit bien sûr ici sur ce schéma la moelle donc, qui s'engraine à l'intérieur de l'arc postérieur de C1. Vous avez l'arc postérieur de C1, l'arc antérieur qui est là, c'est une vue postérieure. Et bien sûr, ici, vous avez évidemment une autre vertèbre. Sur le plan vasculaire, ça c'est une vue postérolatérale où on voit bien le trajet de l'artère vertébrale qui rentre en C6, au niveau du tubercule chasséniaque, et qui monte donc un canal, dans ce canal, et qui va bifurquer ici au niveau de C1.
Les structures neurologiques sensibles, la plus sensible, bien sûr, c'est la jonction bulbo-médulaire. La jonction bulbo-médulaire qui est une zone très, très sensible, en ce sens que toute lésion de cette région, va entraîner de graves désordres, donc non seulement moteurs, mais surtout des désordres respiratoires, qui peuvent être fatales pour le blessé ou le traumatisé. Donc, plus on se dirige vers la zone bulbomédulaire, plus le traumatisme se dirige vers la zone bulbomédulaire, et puis la structure est sensible, et puis les dégâts sont considérables. En phase initiale donc, de ce traumatisme du rachis cervical, en phase initiale, il y a le préhospitalier. Et le préhospitalier, c'est une phase très importante. Cette phase est importante en ce sens que si elle est bien conduite, elle va éviter l'aggravation neurologique. Comment? Par, dans un premier temps, le maintien de l'axe tête, cou, tronc dans un même plan, dans une même, si vous voulez, dans une même direction. Deuxièmement, le dégagement donc de ce traumatisé sur un plan dur, jamais sur un plan mou ou curviligne, jamais. Il nécessitera bien sûr un matelas coquille que vous avez tous déjà vu et que possèdent les services qui évacuent les blessés, un matelas coquille, donc qui est gonflable, qui va maintenir donc cet axe tête-cou-tronc dans un même axe, si je peux dire. Bien sûr, évidemment, la mise en place d'une minerve rigide avec un appui sternal et mentonnier qui va encore davantage immobiliser donc ce rachis traumatisé. Sur le plan des fonctions vitales qu'il faut assurer, il faut assurer bien sûr une pression artérielle systémique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Il faut faire attention au remplissage, bien sûr, ne pas remplir avec des solutés, ne pas remplir en excès et ne pas, bien sûr, en déficit, et bien sûr, dans la mesure du possible, instaurer un monitoring. Toujours au niveau de la phase initiale, est-ce qu'il y a une place pour la traction cervicale? La traction cervicale, lorsque le patient arrive dans un milieu hospitalier, et lorsqu'il y a une lésion, une luxation par exemple, la traction cervicale, elle est de mise et elle est obligatoire, de façon à ce que, comme je vous ai dit, on on maintient donc la tête, le cou et le tronc dans un même axe, de façon à aligner donc ces vertèbres disjointes. L'objectif donc, c'est aligner et stabiliser le rachis. L'objectif principal, c'est aligner et stabiliser le rachis. C'est une méthode qui est rapide. À l'aide donc d'un étrier, on appelle ça l'étrier de Gardner, l'étrier de Gardner que l'on place ici au niveau des bosses pariétales que l'on visse. Donc l'étrier permet donc, cette traction va permettre de restaurer le diamètre du canal médulaire qui est rétréci par le traumatisme. Cette traction cervicale a bien sûr une contre-indication absolue. Si vous avez, par exemple, une dislocation atloïdo-axoïdienne, c'est-à-dire de la première vertèbre cervicale par rapport à la deuxième vertèbre cervicale, il y a une certaine contre-indication parce que cette dislocation va être aggravée par la traction et surtout par le déplacement du patient, parce que vous savez que le chirurgien doit tenir la traction pour pouvoir placer le malade, par exemple, sur un lit. Et bien sûr, s'il y a une présence d'une fracture du crâne, cette traction qui possède donc des pointes va aggraver, si vous voulez, les lésions donc osseuses. Toujours en milieu hospitalier et au niveau de la phase initiale, ça nécessite bien sûr un examen clinique de référence. Il faut que le blessé soit examiné une première fois avec un examen clinique
bien sûr, de référence. Pourquoi de référence? Parce qu'on va se référer à cet examen pour pouvoir dire s'il y a eu aggravation des lésions ou s'il y a eu récupération de ces lésions. Il faut faire, bien sûr, le bilan des lésions associées, tels que les traumatismes du thorax, les traumatismes des os longs, tels que les fractures du fémur, voir s'il n'y a pas un abdomen chirurgical. Donc, toutes ces lésions-là, il faut les connaître, il faut savoir si le malade présente, si le patient présente des lésions associées qui pourraient éventuellement nécessiter une sanction chirurgicale. Il faut faire, bien sûr, un bilan paraclinique et radiologique des plus précis. Et dessous ces 3 points, on va déduire donc s'il y a nécessité d'un traitement chirurgical adapté en fonction des lésions et en fonction, bien sûr, du bilan qui est déjà fait. L'évaluation neurologique. L'état de conscience peut être donc normal chez ce traumatisé du rachis. Il peut y avoir une absence de signes d'intoxication, intoxication éthylique ou médicamenteuse ou autre. Il peut y avoir une absence de douleur du rachis. Il peut y avoir une absence de troubles moteurs focalisés ou localisés, pas de déficit moteur. Il peut y avoir une absence de douleur distractive. À la distraction, il n'y a pas de douleur. Donc, de ces 5 points, il y a une faible probabilité de lésion du rachis cervical lorsqu'il y a ces 5 situations. Toujours au niveau de l'examen initial, donc l'examen initial simple et méthodique. Attention de ne pas ignorer une lésion. Attention de ne pas ignorer une lésion. Habituellement, la douleur du traumatisé du rachis cervical est une douleur qui est constante, avec une contracture musculaire. L'examen neurologique objectif va retrouver un niveau lésionnel, un niveau de motricité, un niveau de sensibilité et un examen de la région périnéale. Si la sensibilité sous-lésionnelle est une lésion, si la sensibilité sous-lésionnelle existe, donc c'est une lésion qui est incomplète et bien sûr le pronostic est meilleur. Mais tout cela, l'examen clinique bien conduit, tout cela doit être consigné par écrit dans le dossier parce qu'il y a bien sûr le problème médico-chirurgico-légal à envisager. Donc, l'examen neurologique doit être bilatéral, comparatif, c'est-à-dire des 2 côtés. Il faut rechercher un syndrome lésionnel, un syndrome sous-lésionnel, rechercher un niveau sensitif, c'est l'étude de la sensibilité et l'examen de la sensibilité, fine, tactile, thermique et douloureuse. Il faut rechercher s'il y a des troubles moteurs ou non, et dans un premier temps, bien sûr, et faire un testing musculaire qui va être coté donc de 0 à 5 pour pouvoir donc faire un bilan des lésions motrices. Il ne faut pas oublier de faire un examen périnéal, l'examen du périnée, donc sur le plan sensitif, rechercher le tonus anal et s'il y a surtout des troubles sphinctériens. D'autre part, il faut faire un examen général à la recherche de lésions associées telles que des lésions abdominales, des lésions thoraciques et des lésions osseuses. Tout cet examen neurologique est maintenant codifié dans le score donc, de la SIA, la SIA. C'est une évaluation motrice, comme je vous ai dit, de 0 à 5. Elle va évaluer sur le plan moteur le côté droit et le côté gauche. Elle s'échelonne de C5 à D1, de L2 à S1. Le score de motricité est évalué sur 100 s'il y a une contraction anale ou non. L'évaluation sensitive, il peut y avoir une absence totale de sensibilité. La sensibilité peut être diminuée ou elle peut être normale.
Cette sensibilité va s'évaluer au toucher et à la piqûre, et la sensibilité périnéale, bien sûr, qu'il faut absolument évaluer pour voir si cette sensibilité existe ou n'existe pas. Donc voilà donc la fiche de la SIA, hein, la SIA qui va vous donner sur le côté droit, sur le côté gauche, les différents dermatomes sur le plan sensitif, hein, et même de la région périnéale, et ainsi vous allez avoir un bilan très précis des lésions. Donc c'est la Standard Neurological Classification of Spinal Cord Injury. Donc c'est la classification standard des traumatismes du rachis cervical ou traumatisme médulaire. Évaluation respiratoire. L'évaluation respiratoire est très, très importante à connaître. Très importante à connaître. Il faut savoir que si l'atteinte médulaire est cervicale haute, il va y avoir une détresse respiratoire précoce. Une détresse respiratoire précoce. Et bien sûr, cette détresse respiratoire, plus la lésion est haute et plus les troubles respiratoires vont être importants. Si ce sont d'autres niveaux lésionnels qui sont atteints, exemple en C3, C4, C5, C6, l'insuffisance respiratoire va apparaître, mais elle peut être retardée. Elle peut être retardée. Et maintenant, les éléments prédictifs d'une autonomie ventilatoire ultérieure, si après traitement chirurgical, c'est bien sûr une toux qui peut être efficace. Le malade doit pouvoir compter jusqu'à 10 sans reprendre son souffle. Et surtout, bien sûr, s'il y a une bonne ampliation thoracique. Les examens radiologiques. Pour préciser donc les fractures, on va faire des examens radiologiques aux patients. Les radiographies standards, c'est-à-dire la radio du rachis de face, de profil droit ou gauche, ou les deux, les radios de 3/4, droit ou gauche, sont désormais remplacées par la tomodensitométrie rachidienne ou scanner donc rachidien. Pour ce qui est des radiographies donc standards, le rachis cervical de face va être fait. On va faire également un rachis cervical de profil et une radio bouche ouverte. À quoi elle sert donc la bouche ouverte? C'est pour voir s'il y a des lésions, des lésions de l'odontoïde et de la première vertèbre cervicale. Donc, cette radio bouche ouverte va dégager l'interligne de C7 jusqu'à D1 et de l'odontoïde en même temps, c'est-à-dire le rachis cervical de l'odontoïde jusqu'à la première vertèbre dorsale. Il faut savoir que des radiographies normales n'éliminent pas obligatoirement des entorses ou des luxations graves. La radiographie normale n'élimine pas obligatoirement donc des entorses ou des lésions graves. La tomodensitométrie ou scanner rachidien va permettre d'évaluer les déplacements des fragments, parce qu'il peut y avoir non seulement une entorse ou une luxation, avec des fractures de ces vertèbres. Donc, elle va évaluer les déplacements et bien sûr les déplacements de ces fragments et pour explorer bien sûr les régions sus et sous-jacentes. Maintenant, pour ce qui est des lésions médulaires, du parenchyme médulaire, c'est l'imagerie par résonance magnétique d'IRM, l'imagerie par résonance magnétique qui va vous mettre en évidence des contusions qui vont apparaître en hypersignal, puisque vous savez que l'IRM se base sur des signaux, signal, isosignal, un hypersignal. C'est elle qui va montrer donc des contusions. S'il y a une contusion médulaire, si cette moelle est contuse, il va y avoir donc des lésions en hypersignal. C'est cette IRM qui va vous permettre de dire s'il y a un hématome extradural. Oui, l'hématome extradural existe au niveau du rachis cervical, puisque la moelle cervicale est recouverte par
par donc, une dure mère, et bien sûr, au-delà de cette dure mère, à l'extérieur de cette dure mère, il peut y avoir un hématome, donc un hématome qui va être compressif, et cet hématome qui va être compressif va combler donc le canal vertébral et ainsi créer donc les troubles moteurs et sensitifs. Les clichés de face. Qu'est-ce qu'elles vont montrer? Les clichés de face vont montrer les épineuses d'abord, qui vont être alignées, et l'écart interépineux. Donc, donc entre les apophyses épineuses, on va voir cet écart s'il est respecté. Ces clichés de face vont montrer des corps vertébraux, surtout leur hauteur. Est-ce que ces corps vertébraux ont une hauteur qui est sensiblement la même pour presque tous les corps, sauf pour les corps des vertèbres en C5, C6, C7, qui apparaissent un peu plus épaisses, un peu plus larges, si vous voulez, en hauteur du moins. On va voir les plateaux de ces vertèbres, s'il y a un parallélisme, entre ces plateaux. Ça, c'est pour les clichés de face. Pour les clichés de profil, il va y avoir le respect des lignes. Ces lignes-là, ce sont des lignes qui vont donc être explorées d'avant en arrière. Vous avez la ligne prévertébrale, c'est la ligne des parties molles. Vous avez la ligne du corps vertébral, c'est le mur vertébral antérieur et le mur vertébral postérieur. Vous avez la ligne des articulaires postérieurs, la ligne des épineuses et la recherche d'un écart interépineux. Les examens radiologiques, toujours, c'est l'interprétation. L'interprétation est très importante dans les traumatismes du rachis cervical. Il faut donc analyser les clichés de la colonne cervicale de façon méthodique. On peut suivre un moyen donc mémotechnique, de mémoire, mémotechnique, simple, qui est donc A, B, C, D, S sur chaque radio. Il faut analyser A, il faut que la radio soit adéquate. Le deuxième A signifie qu'il faut qu'il y ait un alignement des vertèbres. Le B, c'est bone, c'est l'os. Donc, il faut étudier la structure osseuse. Le C, c'est le cartilage. Le D, c'est le disque. Et le S, bien sûr, c'est les tissus mous ou soft tissue. Toujours pour l'examen radiologique, la vue latérale est la plus importante de toutes. La vue latérale, donc, de ce rachis cervical, c'est la plus importante de toutes. L'interprétation, comme je vous dis, suit le moyen mémotechnique suivant AA, B, C, D, S. Premièrement, la radio est-elle adéquate? Une radio adéquate doit montrer les 7 vertèbres. Donc, de C1 jusqu'à, disons, de C1 jusqu'à D1, disons. Voilà. Donc, ainsi que la jonction, bien sûr, C7, D1, il faut la mettre en évidence. Il doit avoir, bien sûr, une densité correcte. Densité correcte qui va mettre en évidence, bien sûr, les tissus mous et en même temps les structures osseuses. Vous voyez ici un cliché donc d'une radio, donc d'un profil donc latéral, d'une vue latérale du rachis cervical. Vous avez ici l'arc antérieur de C1, l'arc postérieur de C1, ici. Vous avez l'odontoïde avec la dent et le corps de C2, C3, C4, C5, C6, C7 et D1. Vous voyez qu'il y a une ligne, cette ligne, la ligne prévertébrale. Vous avez la ligne de la face antérieure des corps, la ligne de la face postérieure des corps, vous avez la ligne des articulaires et la ligne, bien sûr, des épineuses. Donc, ce sont ces lignes-là qu'il faut absolument donc, voir et analyser. Il y a 4 lignes parallèles. La ligne vertébrale antérieure, c'est le anterior vertebral line, c'est la ligne donc vertébrale antérieure. Vous avez le bord antérieur des corps vertébraux. C'est cette ligne. Corps antérieur des corps vertébraux. C'est cette ligne en rouge que vous voyez ici. La ligne vertébrale postérieure du bord postérieur des corps vertébraux, c'est cette ligne.
corps postérieur. Le bord postérieur des corps, c'est cette ligne que vous voyez là. La ligne spinolamaire, qui est le bord postérieur du canal médulaire. La ligne spinolamaire ou le bord postérieur du canal médulaire. En fait, le canal se situe ici. C'est là où il y a donc cette moelle cervicale. Donc, elle est limitée en avant par la ligne vertébrale postérieure et la ligne spinolamaire. C'est ça qui va délimiter le canal médulaire. La ligne postérieure des épineuses, c'est celle-ci. Hein. La ligne postérieure des épineuses, c'est celle-ci. C'est celle que vous voyez en vert ici. Ces lignes doivent décrire une légère courbe en lordose, c'est-à-dire comme ceci, une légère courbe en lordose. En lordose, la moindre disharmonie, donc s'il n'y a pas cette lordose, la moindre disharmonie doit être considérée comme une atteinte du moins ligamentaire, soit qu'il y ait une déchirure des ligaments, soit qu'il y ait une distraction du ligament, et qui va nécessiter une immobilisation immédiate avant de poser un diagnostic définitif. Donc, on revoit encore ces lignes qui sont très importantes à analyser. La ligne vertébrale antérieure, la ligne vertébrale postérieure, la ligne spinolamaire qui va délimiter le canal médulaire et bien sûr la ligne donc, des épineuses. Donc, les épineuses, ce sont celles-ci. L'alignement atlo-occipital entre l'atlas et l'axis, autrement dit, entre l'atlas et l'occiput. L'atlas, c'est bien sûr C1. C1 et l'occiput. Le bord antérieur du tronc occipital est aligné avec l'apophyse odontoïde. Il est aligné avec l'apophyse odontoïde, c'est-à-dire avec la dent de l'odontoïde. Le bord postérieur du tronc occipital est aligné sur la ligne spinolamaire de C1, donc de l'atlas. Le rapport BC sur AO doit être de 0 à 1. Ce rapport supérieur à 1 signifie qu'il y a une dislocation atloïdo-axoïdienne. Donc, vous avez le basion, l'opisthon, ça c'est le trou occipital. Vous avez donc ce rapport-ci, sur celui-là, doit être donc, comme je vous ai dit, être de 0,6 à 1. Un rapport qui est supérieur, BC sur AO, BC sur AO, lorsqu'il y a ce rapport, il est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a probablement ou il y a risque de dislocation atloïdo-axoïdienne. Donc, le foramen magnum, c'est le trou occipital. Ça, c'est la dent de l'odontoïde que vous voyez ici. Ça, c'est C1 ou atlas. Ça, c'est C2 ou axis. Et ça, c'est C3. Les repères osseux. Maintenant, en traçant le contour virtuel de chaque vertèbre, on constate que les corps vertébraux s'alignent donc le long, comme on a vu tout à l'heure, le long des lignes antérieures et postérieures, marginales, donc selon la lordose cervicale qui est normale. Chaque corps, comme je vous ai dit, doit être rectangulaire et approximativement égal en taille, même s'il y a une petite variabilité qui est permise, parce que je vous ai dit que plus on descend vers les vertèbres dorsales, vers C4, C5, C6, C7, les vertèbres ont tendance à être un peu plus volumineuses, mais il n'y a pas beaucoup de différence sur le plan de la taille. Regardez, donc, grossièrement, les vertèbres sont rectangulaires, vous voyez, sauf ici, comme je vous ai dit, il y a les vertèbres sont un peu plus de taille un peu plus importante. Les repères osseux maintenant. Après les repères osseux, on est toujours dans le bone, l'os, vous avez les pédicules. Les pédicules, ils sont projetés en arrière pour supporter les piliers articulaires. Et ces pédicules vont former le bord supérieur
et inférieur du trou de conjugaison, par où donc vont sortir les racines. Les pédicules droit et gauche sont superposés sur une vraie incidence de profil. Lorsque vous faites une vraie incidence de profil, les pédicules droit et gauche sont superposés. Après, nous avons les surfaces articulaires des apophyses articulaires. Les surfaces articulaires, il existe donc une surface articulaire entre chaque masse latérale. Chaque masse latérale, sur une vue de profil correcte, les masses latérales vont apparaître de forme losangique et elles vont se projeter en arrière et en bas. Les lames, maintenant. Les lames, les éléments postérieurs, sont mal vus sur une vue de profil. Il vaut mieux donc les voir à la tomodensitométrie ou au scanner rachidien. Les apophyses épineuses, bien sûr, les spinous process, les anglo-saxons, elles augmentent donc progressivement de taille au fur et à mesure que l'on descend dans le rachis cervical. L'apophyse épineuse de C7, c'est celle que vous touchez comme ça, qui apparaît, donc que vous pouvez tous toucher sur votre cou et qui apparaît très volumineuse. Donc, on voit ici les masses latérales qui sont losangiques, vous les voyez bien, voilà une autre masse latérale. Hein. Ça, ce sont donc les surfaces, les facettes ou les surfaces articulaires. Ça, c'est une lame. La lame, on la voit mal ici, hein, on la voit mal. Le pédicule, c'est ça. Le pédicule, c'est cette zone où vont être soudées, si vous voulez, où vont être soudées les masses latérales, où vont être soudées les masses latérales. Donc, il y a un pédicule droit et un pédicule gauche. C'est ce petit point de soudure. L'espace cartilagineux maintenant. L'espace entre l'apophyse odontoïde et le corps de C1 ne doit pas mesurer plus de 3 mm chez l'adulte et 5 mm chez l'enfant. Si cet espace est augmenté, il y a probablement soit une fracture de l'odontoïde, une rupture du ligament transverse. Si une fracture est suspectée, bien sûr, le scanner est indiqué. Hein, et s'il y a une rupture du ligament, il faut faire une imagerie par résonance magnétique. Voilà l'espace, donc cet espace-là. Donc vous avez ici la face postérieure donc, de C1, hein, la face postérieure de C1, tout en sachant, comme je vous ai dit, que C1 est un anneau. Donc la face postérieure de C1 avec la face antérieure de la dent de l'odontoïde, je vous ai dit, elle ne doit pas dépasser, bien sûr, chez l'adulte 3 mm et 5 mm chez l'enfant. Les espaces discaux, donc ici, la hauteur des disques doit être approximativement égale tant sur les bords antérieurs que sur les bords postérieurs. Les espaces discaux doivent être symétriques. La hauteur des espaces discaux doit être approximativement égale à tous les niveaux. Chez les patients âgés, bien sûr, cet espace du disque va être, bien sûr, diminué ou même complètement, va disparaître complètement à cause, bien sûr, des lésions dégénératives telles que l'arthrose, par exemple, ou le canal cervical acquis, qui vont raccourcir la hauteur des disques et même mettre au contact le plateau de la vertèbre supérieure, de la vertèbre inférieure, pardon, avec le plateau de la vertèbre supérieure. Voilà donc cet espace, le disque, vous voyez que sensiblement, il est à peu près de la même taille. Mais s'il y a une arthrose, par exemple, chez une personne âgée, cet rachis dégénératif, cet espace-là va être quand même diminué. Vous pouvez voir même une soudure de ce plateau avec ce plateau. Les tissus mous. Les tissus mous, l'épaississement du tissu mou paravertébral est important à repérer car c'est un signe indirect. C'est un signe indirect. Il est habituellement dû à un hématome secondaire dû au traumatisme, ou à une fracture qui peut être occulte, c'est-à-dire qui n'apparaît pas. Malheureusement, donc, l'épaississement est extrêmement variable, il n'est pas spécifique. Je vous ai dit, ce n'est qu'un signe indirect. Mais
Les épaisseurs maximales acceptables pour ces tissus mous, dans l'espace nasopharyngé au niveau de C1, il est de 10 mm à peu près chez l'adulte, et dans l'espace rétropharyngé, entre C2 à C4, il ne doit pas dépasser les 7 mm. L'espace rétrotrachéal entre C5 et C7 est de 14 mm chez l'enfant et de 22 mm chez l'adulte. L'épaississement des tissus mous chez un patient symptomatique doit faire poser l'indication, bien sûr, d'une évaluation clinique d'abord et d'une évaluation radiologique complémentaire. Si l'espace entre le bord antérieur de C3, le plus petit, et l'espace aérien pharyngé est de 7 mm, on peut suspecter donc une hémorragie des tissus mous. C'est souvent un signe indirect, comme je vous ai dit, d'une fracture de la deuxième vertèbre cervicale. L'espace entre la plus petite vertèbre et la trachée doit être inférieur à un corps vertébral. Donc, l'espace nasopharyngé, vous voyez, hein, ça c'est l'espace rétropharyngé et ça c'est l'espace rétrotrachéal. Donc, lorsque vous avez un traumatisme, si vous avez par exemple, on peut prendre un cas de figure, si vous avez par exemple 2, 3, 4, 5, une luxation, disons, de C4 sur C5, lorsque cette vertèbre va basculer, elle va glisser sur ce corps, donc il y a une dislocation, on peut avoir ici, dans cet espace rétrotrachéal, un gros hématome comme ceci, qui est un signe indirect, même si sur la radio, même si la radio ne montre pas de signe patent de luxation, en cas par exemple d'une luxation-réduction brutale, ça peut arriver, donc il peut y avoir des luxations-réductions, mais ces luxations peuvent demeurer quand même instables, donc ce sont des signes d'instabilité, mais le signe le plus indirect, bien sûr, c'est l'existence donc de cet hématome qui va entraîner donc une augmentation radiologique des tissus mous, de l'épaisseur du moins des tissus mous. La vue de face. Sur une vue de face, l'alignement doit être évalué à partir du bord des corps vertébraux et à partir des piliers articulaires. La hauteur des corps vertébraux cervicaux doit être approximativement égale sur une vue de face. La hauteur de chaque surface articulaire doit être approximativement égale à tous les niveaux. Les apophyses épineuses doivent être centrées et alignées. Si une apophyse épineuse est déplacée, on doit suspecter une luxation articulaire à ce niveau. Regardez, ici, donc, toutes ces lignes, elles sont alignées. La ligne des épineuses est alignée et la ligne des articulaires, bien sûr, est alignée de chaque côté. Maintenant, pour ce qui est de la radiologie de l'odontoïde, des vues de l'odontoïde. Dans un premier temps, il faut toujours évaluer si la radio est adéquate. Elle doit montrer entièrement l'odontoïde et les bords latéraux, donc de C1 et C2, donc de la deuxième vertèbre cervicale. Il faut qu'il y ait un alignement des condyles occipitaux sur les masses latérales et les surfaces articulaires de C1, puisque les condyles occipitaux sont juste au-dessus des masses latérales. Vous savez que C1, je vous ai dit, c'est un anneau. Dans sa partie toute supérieure, vous avez deux petites surfaces ovalaires, cartilagineuses, qui sont les surfaces articulaires de C1. Les condyles occipitaux, qui sont des petites proéminences à la base de l'occiput, latéralement de chaque côté, vont donc s'engrainer dans ce petite gouttière ovalaire de C1, la surface supérieure de C1, donc elles doivent être alignées, elles doivent être, si vous voulez, mises face à face. Il faut qu'il y ait une équidistance entre l'odontoïde, donc la C2, et les masses latérales de C1, de façon bilatérale. Donc, toute asymétrie entre l'odontoïde et les masses latérales de C1, cela veut dire qu'il y a soit une fracture de C1 ou une fracture de C2 ou une rotation anormale qui peut être due à une bascule de la tête. Donc, il faut qu'il y ait un alignement entre l'odontoïde et les masses latérales de C1 et ceci de façon bilatérale.
Vous voyez bien ici, donc l'odontoïde, elle est là, c'est une incidence bouche ouverte. Hein, bouche ouverte. On voit bien l'odontoïde, on voit bien ici les surfaces articulaires. Et là, regardez, il y a une rotation. L'odontoïde est là, mais cette ligne, regardez, et celle-ci, regardez donc la différence, si vous voulez. Il n'y a pas d'alignement, donc il y a ici une rotation. En pratique clinique maintenant, pour ce qui vous concerne, il y a très souvent des traumatismes crâniens associés. Dans 20% des cas, il y a un traumatisme crânien associé à ce traumatisme du rachis cervical. La fracture du rachis cervical inférieur est évaluée à 25%. Chez les jeunes, les accidents vasculaires, de la voie publique réalisent 60%. Les accidents de travail réalisent 30%. Les plongeons réalisent des plongeons un peu profonds, surtout en été, hein, vous connaissez tous ce phénomène, réalisent à peu près 10%. Chez le vieillard, c'est habituellement une chute simple. C'est une chute simple. Donc, c'est chez le malade qui est conscient, vous avez une douleur et une raideur. Chez le malade qui est inconscient, il faut l'évoquer, évoquer donc ce traumatisme par principe, par un hématome pharyngé qui peut exister, une ecchymose rétromastoïdienne, hein, un examen neurologique bien conduit et surtout l'immobilisation du rachis en rectitude, quel que soit l'âge et quel que soit le mécanisme traumatique. L'évaluation neurologique, c'est le score de l'ASIA. Donc, s'il y a un trouble moteur des 4 membres, ici le niveau est de C4 et plus haut, habituellement, il y a de gros troubles moteurs et des troubles respiratoires qui aboutissent au décès donc, du blessé. Sur le plan d'évaluation neurologique, il peut y avoir des syndromes incomplets, tels que le syndrome de Brown-Séquard. Hein. Vous pouvez avoir des troubles au niveau de quelques dermatomes, de quelques myotomes, donc c'est le niveau sensitif. Hein, niveau sensitif. Il peut y avoir un syndrome dû à un traumatisme cervical antérieur. Vous pouvez avoir une tétraparésie, c'est-à-dire un déficit moteur, disons côté A3 par exemple, au niveau des 4 membres, c'est la tétraparésie. Vous pouvez avoir une insuffisance donc, ventilatoire, des troubles donc, respiratoires pour les lésions de C4, C3, hein, lésions de C4, C3, entraînent de gros troubles respiratoires. Vous pouvez avoir un syndrome vagotonique. Ça, c'est pour donc, les syndromes qui sont incomplets. Si le syndrome est incomplet, si vous avez par exemple une tétraparésie, il y a bien sûr urgence. Il faut donc, si vous voulez faire une traction, aligner le rachis, faire un bilan des lésions associé, décomprimer, autrement dit élargir ce canal médulaire de la moelle cervicale, l'élargir, et bien sûr, par un traitement chirurgical, faire la fixation. C'est ce qu'on appelle la réduction et l'ostéosynthèse. Réduction et ostéosynthèse. Donc, les lésions du rachis cervical haut, vous avez la fracture du condyle occipital. Vous avez la luxation condyle occipital C1, la fracture de C1, la luxation de C1, C2, la fracture de l'odontoïde, de la dent de l'odontoïde, la fracture bipédiculaire des 2 pédicules de C2 et la fracture du corps de C2. La lésion occipito-cervicale, donc de cette région, hein, elle va réaliser 1% des traumatismes du rachis cervical. Heureusement qu'elle est quand même assez rare. Elle est assez rare puisqu'elle ne réalise que 1% environ des traumatismes du rachis cervical. Mais
c'est une lésion, si elle existe, elle est souvent très létale, elle tue. Si vous voulez, elle entraîne le décès, elle entraîne le décès parce qu'il y a donc une lésion donc, bulbaire, du bulbe, du tronc cérébral et du bulbe, et bien sûr une atteinte des paires crâniennes, telles que par exemple la 5e paire et la 6e paire. Regardez ici donc la luxation, comme vous pouvez la voir sur ce cliché. Regardez ici la luxation, donc au niveau donc, occipito-cervical. La fracture de l'atlas, maintenant de C1. C'est ce qu'on appelle la fracture de Jefferson. Fracture de Jefferson, lorsque le point d'impact va être au niveau donc, du vertex ou de la voûte, le point d'impact va être au niveau du vertex ou de la voûte, il va y avoir donc une fracture, séparation des masses latérales de C1 avec un écartement des rebords latéraux de C1, vous voyez. Donc, il y a, si vous voulez, un point d'impact au niveau donc, du vertex ou de la voûte. Ce point d'impact va donc séparer des masses latérales de C1, les masses latérales de C1, fracture des masses latérales de C1, c'est la fracture de Jefferson. Les fractures donc de l'atlas. Vous pouvez avoir une fracture de l'arc antérieur qui est isolée, une fracture de l'arc postérieur qui est isolée. Vous pouvez avoir une fracture d'une masse latérale. L'écart dans la fracture de Jefferson doit être inférieur à 7 mm. Ces lésions-là, ce sont des lésions qui sont habituellement stables et qui ne nécessitent en fait qu'un traitement conservateur ou un traitement orthopédique. Quant aux lésions instables, c'est la fracture de Jefferson. Si l'écart entre les deux masses latérales est supérieur à 7 mm, à ce moment-là, on est obligé de pratiquer une traction continue à l'aide, par exemple, d'un alloveste. Je vais vous montrer tout à l'heure le dispositif, et ou ensuite, dans un deuxième temps, faire une arthrothèse occipito-C2, c'est-à-dire mettre une plaque qui va être vissée entre l'occiput et les masses latérales de C2 pour maintenir justement, pour éviter qu'il y ait, pour réduire et maintenir donc cet alignement entre l'occiput et C2. Ça, c'est un dispositif, ce qu'on appelle un alloveste. Le patient le garde jusqu'à ce qu'il y ait consolidation et cicatrisation des ligaments. Et ça, c'est une arthrodèse entre l'occiput que vous voyez ici et ici. Donc, ces tiges vont être fixées au niveau des articulaires en C3, C4, C5, mais elle va permettre donc non seulement de faire l'ostéosynthèse, mais l'inconvénient, c'est que le patient doit garder donc une attitude guindée. Son rachis va être immobilisé, il ne pourra plus avoir les mouvements qu'il avait donc avant son traumatisme. L'instabilité rotatoire. L'instabilité rotatoire, donc, quand vous avez un antécédent de traumatisme crânien, lorsque vous avez un torticolis, il faut toujours penser à une asymétrie par rotation. Donc, dans les antécédents, il y a un traumatisme crânien. Votre patient se présente à votre garde ou à votre consultation avec un latérocolie ou un torticolis. Il faut penser qu'il y a une rotation donc, de ce rachis en C1, C2. Le risque est un risque important puisqu'il y a un risque neurologique, donc il est neurotoxique, comme on dit. Vous pouvez avoir un patient qui va se présenter en hyperflexion. Vous pouvez avoir une séquelle d'une ancienne fracture de C1 qui est passée inaperçue. Donc, à ce moment-là, il y a une instabilité donc, rotatoire, donc, du rachis. Le patient ne peut plus faire ce mouvement de rotation comme ceci. Parce qu'il y a un ligament qu'on appelle le ligament transverse qui va plaquer la dent de l'odontoïde contre la face postérieure de C1, la dent de l'odontoïde contre la face postérieure de C1. C1, c'est ça, la dent de l'odontoïde comme ceci, et la dent de l'odontoïde va être plaquée contre la face postérieure de C1 par un ligament qui vient comme cela. C'est un ligament qui est résistant, qui est épais,
et qui est inextensible, mais ce ligament ne guérit pas spontanément. Ne guérit pas spontanément. Voilà le ligament transverse. Vous voyez, lorsqu'il est déchiré. Là, ici, vous avez la dent de l'odontoïde et la plaque contre la face postérieure de C1. Et c'est lorsqu'il y a donc l'instabilité rotatoire, vous pouvez avoir une ancienne fracture. Le ligament peut être détaché à ce niveau, il peut être déchiré à ce niveau, il peut être déchiré ici en médian. L'instabilité rotatoire et les positions donc indifférentes, ça c'est un cliché sur une position indifférente, et ça c'est un cliché dynamique. Lorsque vous avez une instabilité rotatoire, il faut bien sûr faire avec prudence, prudemment, des clichés en position indifférente d'une part, et ensuite, avec prudence, faire des clichés dynamiques pour voir pourquoi on fait des clichés dynamiques, pour voir s'il y a bascule de cette dent en arrière, puisqu'ici, vous avez la moelle, la médula oblongata, hein. Bien sûr, vous avez le bulbe ici et le tronc plus haut pour voir si cette dent ne menace pas donc le bulbe. D'accord? Donc, il faut faire des clichés dynamiques. Mais les clichés dynamiques doivent être faits toujours en présence du médecin qui s'occupe de ce patient et avec beaucoup de prudence. L'instabilité rotatoire, bien sûr, comme son nom l'indique, doit être traitée. Elle doit être traitée chirurgicalement, soit par une vis, comme ceci, ou alors par un crochet de Halifax qui va éviter donc le recul de cette dent en arrière. Ici, on voit bien une fracture de la dent de l'odontoïde. On voit bien ici que l'odontoïde est cassé à ce niveau. On voit ici une coupe qui passe par l'arc antérieur de C1. Donc, c'est comme si on avait coupé l'arc antérieur de C1. On voit ici donc l'odontoïde. Les fractures de l'odontoïde, il faut les rechercher systématiquement devant une plaie du cuir chevelu. Devant une plaie du cuir chevelu. Elles surviennent malheureusement très fréquemment chez les personnes âgées. Lorsqu'il y a une chute des personnes éthyliques, très souvent, nous retrouvons des fractures de l'odontoïde. Les troubles neurologiques sont immédiats. La tétraplégie apparaît souvent et même les décès apparaissent après des troubles bulbaires et des troubles respiratoires. Donc, il y a une classification de fractures de l'odontoïde. Cette fracture, vous voyez bien la dent de l'odontoïde, les masses latérales, la dent de l'odontoïde, cette fracture est stable. Celle-ci est instable, puisque là, cette dent va bouger. Celle-ci également est instable. Donc, la seule fracture stable de l'odontoïde, c'est celle qui passe au niveau de la pointe de la dent de l'odontoïde. Celle-ci est habituellement stable. Elle ne nécessite, mis à part aucun traitement chirurgical, mis à part, si vous voulez, une contention par Minerve de Philadelphie ou par Minerve plâtrée. Les fractures bipédiculaires. Le mécanisme va être un mécanisme en hyperextension. Vous avez une lésion discale de C2 sur C3 à ce niveau. Vous pouvez avoir une lésion de l'arc postérieur de C1 ou de C3. C'est une lésion qui est peu douloureuse. Elle est non neurologique. Il faut la voir sur les radios de profil et sur la TDM. Ici, on voit bien une fracture donc, des deux pédicules, une fracture des deux pédicules, où on va mettre ici une plaque avec deux vis qui va fixer ces pédicules pour pouvoir consolider. Les fractures en compression. Pour les lésions cervicales inférieures, vous avez les fractures en compression. Vous avez les fractures en flexion-distraction. Vous avez les instabilités disco-ligamentaires, c'est les entorses graves, et les fractures en torsion. Les fractures en compression, lorsqu'il y a, si vous voulez, un télescopage d'une vertèbre supérieure sur une vertèbre inférieure,
en extension. Donc, c'est ce corps qui va être cassé au milieu. Hein. C'est une fracture en compression. Il va donc fracturer, casser ce corps vertébral. Comme ceci, vous voyez, comme ceci. Le type B maintenant de cette fracture, c'est le whiplash injury ou le coup de lapin. Hein, le coup de lapin. Vous allez avoir un élargissement, donc un diastasiste entre deux épineuses. Le diastasiste existe toujours. Vous allez avoir un glissement de ces vertèbres supérieures sur la vertèbre inférieure avec arrachement des ligaments et de la capsule articulaire à ce niveau. Hein, la capsule articulaire, et même ce télescopage, ce qui est important, cette vertèbre va buter contre le plateau supérieur de la vertèbre inférieure et entraîner des fractures. C'est donc la fracture de type B. Les moyens d'immobilisation de ces fractures, bien sûr, c'est, comme vous pouvez tous le voir, c'est la minerve de Philadelphie. La minerve de Philadelphie avec un appui, bien sûr, mentonnier. Moi, je pense qu'il ne faut pas prescrire de minerve en éponge, la souple, parce que, en fait, pour moi, elles ne font aucune contention, puisque le patient peut faire les mouvements de flexion. C'est de la mousse, hein, je ne sais pas si vous avez tous vu ça, j'imagine. Vous avez tous vu des minerves en mousse. Le patient peut faire des mouvements de flexion, il peut faire des mouvements d'extension, il peut faire des mouvements de rotation externe à droite et à gauche. Donc, elles ne servent pour moi strictement à rien. Et la seule minerve, c'est la minerve de Philadelphie, qui est rigide avec un appui mentonnier qui vous permet donc de maintenir ce rachis soit en position donc de contention et qui va interdire aux patients de tourner à droite, à gauche, de faire un mouvement d'extension ou un mouvement donc de flexion. Le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, bon, pour ce qui est de votre part, ça c'est l'apanage donc des neurochirurgiens et des orthopédistes, et mes collègues orthopédistes, bien sûr, qui vont donc opérer ces lésions. C'est bien sûr ce qu'on appelle l'ostéosynthèse. Vous voyez donc sur cette vue une plaque ici, une première vis, au niveau donc ici c'est 2, 3, 4, 5, 6, entre C6 et C7, et ça c'est D1. Donc on voit ici une vis qui est placée là, une vis qui est là, avec une plaque qui va permettre donc un alignement, et au milieu, bien sûr, vous avez un greffon osseux iliaque, prélevé sur la crête iliaque, pour éviter, bien sûr, pour garder la hauteur de ce rachis cervical, avec, bien sûr, une immobilisation et une ostéosynthèse par plaque vissée. Donc, en conclusion, il faut savoir que les traumatismes du rachis cervical rentrent très souvent dans le cadre, bien sûr, d'un polytraumatisme. Il faut toujours considérer tout polytraumatisé comme étant un blessé médulaire, jusqu'à preuve du contraire. Tout traumatisé crânien grave est un blessé médulaire, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Tout blessé médulaire est un polytraumatisé, jusqu'à preuve du contraire. La phase préhospitalière est très importante. Pourquoi elle est importante? C'est surtout le ramassage. Le ramassage pour ne pas aggraver les lésions préexistantes. Comme je vous ai dit tout à l'heure en préambule, elle nécessite donc la mise en condition du patient, comment le sortir si c'est un accident de la circulation, comment sortir ce blessé de ce véhicule qui est cabossé, si je peux utiliser le terme, comment le sortir, tout en maintenant, bien sûr, l'axe, bien sûr, tête-tronc, d'une part, et bien sûr, mettre une contention pour éviter la survenue d'autres lésions médulaires et par là même la survenue d'un décès brutal par donc, des moyens tels que le matelas coquille, par le transport, bien sûr, de ce blessé vers la structure hospitalière la plus proche. Dans un premier temps, un examen neurologique bien conduit,
Sans oublier, bien sûr, l'examen des lésions associées, parce que, bon, vous pouvez tous le deviner, un accident de la circulation va occasionner très souvent un traumatisme thoracique, un traumatisme donc abdominal, avec une rupture donc des rate, rupture du foie, une rupture des organes creux, peut entraîner une fracture du bassin, peut entraîner un traumatisme du rachis dorsal et lombaire, peut entraîner un traumatisme vésical, un traumatisme des os longs, fracture par exemple du fémur uni ou bilatéral. Donc, faire les lésions associées, faire un examen neurologique bien conduit pour pouvoir faire le bilan des lésions et ainsi, bien sûr, typer cette lésion, savoir où elle se trouve, comment la manager, comment la traiter, comment faire le contentieux et adresser, bien sûr, ce patient en conditions de sécurité vers un service pour un geste thérapeutique, chirurgical éventuel. Je vous remercie. Avez-vous des questions à poser? Alors, voilà, donc c'est moi qui vous remercie pour votre assiduité. Je suis très content que ça soit très clair pour vous. Donc, il ne faut pas oublier, docteur Hdi, il ne faut pas oublier que les traumatismes du rachis cervical sont des lésions qui sont très difficiles à traiter, je l'avoue. D'une part, maintenant, je voudrais mettre un petit point au clair, c'est le traitement médical. Vous savez que dans les traumatismes du rachis cervical, on a beaucoup parlé du traitement médical, des corticoïdes, du schéma de Bracken qu'il faut donner à tant de milligrammes avant les 6 heures. Tout cela n'a pas fait ses preuves, le traumatisme. Donc, le traitement médical n'a pas donné ses preuves, surtout les corticoïdes. Le traitement corticoïde, habituellement, avant, on donnait un bolus de corticoïdes à l'arrivée du blessé, mais on s'est aperçu qu'il ne donnait pas beaucoup donc, de résultats. D'autant plus que les corticoïdes, comme vous le savez tous, vont entraîner donc des ulcères de stress, et donc ils vont majorer davantage, ils vont majorer les lésions déjà préexistantes. Hein. Voilà. Donc, pour les urgences, il faut bien sûr, comme vous venez de dire, il faut donc manager ces patients de façon très, très, très prudente, les mobiliser de façon très prudente, faire donc des tractions. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire une traction transcrânienne, apprendre une traction transcrânienne, mettre le patient sur un lit, bien sûr, où il peut, dans la mesure du possible, pour éviter qu'il n'y ait des escarres en plus. Et cette traction transcrânienne, habituellement, doit être un peu légèrement en extension, autrement dit, pour accentuer la lordose cervicale. Pour accentuer donc la lordose cervicale, une petite astuce, il faut mettre un billot, un drap, bien roulé, sans les plis, hein, un drap sous les épaules, de sorte à créer, si vous voulez, une lordose en extension pour qu'il y ait une réduction. C'est la première phase, le premier but, réduction. Ensuite, bien sûr, fixation, c'est au chirurgien d'intervenir à ce moment. Avez-vous d'autres questions à poser sur autre chose? Bon, pour ce qui est des patients qui ont eu des traumatismes, les traumatismes habituellement, les traumatismes qui entraînent des pertes de l'odorat ou du goût, du moins totalement ou partiellement, malgré, comme vous dites, que les nerfs sont intacts. Bon, là, évidemment, dans les traumatismes crâniens, ça va faire donc l'objet d'une autre conférence. Pas en ce moment, on peut dire qu'il y a, si vous voulez, une sidération de l'influx, hein, de l'influx nerveux à ce niveau. C'est pour ça qu'il n'y a pas de récupération. Pour ce qui est l'interruption de l'influx, vous savez que dans les traumatismes crâniens, il y a une interruption brusque
de l'influx nerveux. Et les nerfs crâniens, bien sûr, il y a de l'influx nerveux qui circule dans ces nerfs crâniens. C'est pour ça que lorsqu'il y a une interruption de l'influx, malgré que le nerf n'est pas lésé, il n'y a pas de récupération totale ou partielle, donc par exemple de l'odorat ou du goût, comme vous le dites. Hein. Vous voulez encore d'autres explications? Je vous écoute, mes chers amis. Bon, chez les enfants, la conduite à tenir est un peu différente, en ce sens que, comme vous pouvez tous le deviner, le rachis est en croissance. Donc, la difficulté chez les enfants, premièrement, le rachis est en croissance, et deuxièmement, au niveau des explorations, vous avez des images qui peuvent prêter à confusion, qui sont en fait des points d'ossification. Par exemple, entre C1 et C2, vous pouvez avoir des points d'ossification qui sont cartilagineux et vous pouvez prendre ça pour des lésions, pour des fractures. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien connaître les points d'ossification du rachis chez l'enfant pour éviter justement de faire l'erreur de dire qu'il y a une lésion au niveau, par exemple, de l'odontoïde, de la dent de l'odontoïde qui est cassée, alors que c'est en fait un point d'ossification qui n'est pas encore complet. Voilà donc la particularité du traumatisme du rachis cervical chez l'enfant. Une autre particularité du traumatisme du rachis cervical chez l'enfant qui est fréquente, c'est les rotations. C'est les traumatismes du rachis par rotation, en ce sens que les ligaments sont assez lestes, ils ne sont pas rigides comme chez l'adulte, donc ils permettent une rotation. Mais, bien heureusement, ces rotations sont très souvent réversibles et très souvent, il y a, si vous voulez, un réalignement des structures du rachis cervical entre C1 et C2, après, par exemple, une contention par minerve au bout de 15-20 jours. Donc, c'est dû à la laxité donc des ligaments transverses, des ligaments athoïdo-axoïdiens, des ligaments odonto-axoïdiens. Donc, c'est parce qu'il y a donc les ligaments sont très lestes. C'est pour ça qu'il y a une récupération donc de l'anatomie habituellement ad intégram après juste une petite contention de 15-20 jours. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des points obscurs? Alors, s'il y a un traumatisme thoracique associé, une fracture de C2, comment est-ce que l'on fait? Est-ce que c'est la chirurgie thoracique qui intervient ou est-ce que c'est le neurochirurgien et la chirurgie thoracique qui va intervenir? Docteur Dionaba. Alors, s'il y a un traumatisme du thorax associé, si maintenant, bien sûr, avec ce traumatisme du thorax associé, il y a une détresse respiratoire due, par exemple, à un pneumothorax, la fracture de ces deux en elle-même passe au second plan, parce que la fracture de ces deux va nécessiter au plus, à ce moment-là, uniquement une traction. Mais c'est surtout nos collègues de la chirurgie thoracique qui interviennent s'il y a bien sûr un hémothorax, s'il faut drainer une collection donc hématique thoracique ou s'il y a un pneumothorax, c'est évident. Nous intervenons dans un deuxième temps. Lorsque l'urgence thoracique a été jugulée, bien sûr, après nous intervenons pour la fixation au niveau donc, du rachis cervical, au niveau de la deuxième cervicale. Mais rarement travailler en deux équipes, surtout parce qu'habituellement, dans les traumatismes du thoracique, habituellement, lorsque c'est un polytraumatisé, il y a très souvent donc, la survenue, par exemple, d'un hémothorax ou d'un pneumothorax, ou des deux, qui nécessitent donc un drainage thoracique. Mais le rachis cervical peut être tracté à l'aide d'un étrier de Gardner et ainsi on a immobilisé la lésion au niveau de ces deux que on va opérer une deuxième fois lorsque l'urgence thoracique a été jugulée. De rien, je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Moi, je serai très, très, très heureux de vous accueillir dans notre service. Si vous voulez faire des stages, on peut voir avec la tutelle
comment il faut faire pour pouvoir manager donc les traumatismes crâniens, les traumatismes du rachis cervical, les lésions neurochirurgicales qui venaient à vous intéresser. Et je serais très heureux de vous accueillir et de vous connaître surtout. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et votre assiduité encore. Hein, et j'espère vous revoir bientôt.